Bonjour Hugo, merci de nous accueillir dans les locaux de Malte et merci pour ton temps. Eh bien, écoute, merci aussi de l'invitation. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, savoir pour qu'on sache qui tu es toi Hugo et puis aussi bien sûr ton parcours professionnel. Mhm. Donc moi, c'est Ouassiel, je travaille, je suis majoritairement développeur, parce qu'en fait, j'ai démarré comme ça ma carrière il y a à peu près une vingtaine d'années. J'ai d'ailleurs démarré, pour l'anecdote, dans une start-up. Oui, il y a 20 ans, c'était pas forcément le bon positionnement. Donc après, j'ai changé, j'ai fait du service, j'ai fait de l'édition de logiciels. Et aujourd'hui, je suis CTO chez Malte. Donc ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on a créé la boîte. Et c'est une boîte qui est une place de marché pour trouver des freelances. Donc CTO cofondateur. Donc. CTO cofondateur, exactement. Comment est donc né Malte? Donc Malte est né au moment où j'étais effectivement freelance. J'avais été salarié pendant quelques années. Puis j'avais décidé à un moment de revenir sur le monde du service. Ça m'intéressait d'avoir une certaine diversité dans mes activités, de faire plein de missions différentes, d'apprendre encore des choses. Et je suis devenu freelance et à ce moment-là, j'ai rencontré une autre personne, une première personne avec qui on a créé un collectif de freelance. Ce collectif de freelance, c'était sur Paris. Et on avait déjà commencé à dire, bah, tiens, ce serait intéressant de pouvoir regrouper un peu des freelances, de parler aussi du freelancing, d'aider les gens sur les démarches. Alors, c'était pas structuré, hein, c'était vraiment un petit groupe. Hein, il y avait alors, le premier groupe, c'était une quarantaine de personnes, puis après, on a créé une structure réellement pour travailler ensemble. Et ça, c'était une dizaine de personnes. Et on a rencontré Vincent, qui est donc le troisième cofondateur sur Malte. Et c'est lui qui est vraiment venu avec l'idée de Malte tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il a une casquette plutôt sales marketing, il avait déjà été entrepreneur auparavant, il avait créé Dromadaire notamment. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ce sont les cartes postales, ça? C'était les cartes postales virtuelles, okay. Effectivement. Génial. Donc il est venu vers nous via une connaissance commune. Cette connaissance commune était aussi dans ce groupe de freelance. Et il avait été à l'école avec cette personne, il avait l'idée de Malte, il l'a sollicité, cette personne n'était pas disponible à ce moment-là, et donc il a dit, bah, tiens, et si tu parlais à Jean-Baptiste et Hugo Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a fait Malte. Ok. Et le collectif de freelance que vous avez mis à Paris, au départ, j'imagine que c'était assez nouveau à l'époque, c'était en quelle année ça? Alors moi j'ai pas... Enfin, le premier collectif de freelance que j'ai rejoint, je ne l'ai pas créé. Hein. Il existait déjà, je ne saurais pas dire vers quelle année il s'est créé, peut-être 2008, 2009, quelque chose comme ça. Oui, c'était plutôt récent. La deuxième boîte qu'on a créée, qui est vraiment pour le coup une boîte avec un siret, etc. Donc ça a été créé en 2011. Oui, le freelancing, c'était pas vraiment dans, je dirais, trendy à ce moment-là, en 2010. Les personnes qui devenaient freelance, c'était plutôt des gens expérimentés, qui avaient entre 5 et 8 ans d'expérience. C'était pas du tout commun de se lancer comme ça juste après. D'ailleurs, c'était assez caché. Pas mal de boîtes qui nous demandaient de ne pas dire qu'on était freelance. Il y avait beaucoup de boîtes qui avaient un peu hypocritement qui disaient, oh non, on n'embauche pas de freelance, ce qui était totalement faux. Donc ouais, non, c'était pas du tout le même panorama qu'aujourd'hui. C'est vrai que la vision, finalement, elle a beaucoup changé. Pourquoi elle cachait finalement les talents freelance qu'elle embauchait? Je serais incapable de le dire. Je pense qu'il y avait un sujet qui était plus pour les intermédiaires en réalité. À l'époque, on passait énormément par des SS2I. Et les SS2I, je pense qu'elles n'avaient pas forcément envie, déjà, de montrer aux autres salariés que ce statut existait, qu'il était quand même plutôt avantageux. Bien sûr. Je pense qu'elles ont aussi fait pas mal de... en fait, elles parlaient de leur modèle comme étant aussi un modèle très sécurisé sur plein d'aspects. Et je pense qu'elles n'avaient pas envie de montrer qu'en fait, eux-mêmes, finalement, ce n'était pas leurs salariés qui bossaient sur certaines missions. Et que la marge prise aussi par ces intermédiaires. C'était pas très transparent. C'était une de mes motivations quand on a lancé Malte, c'est de dire j'aimerais bien qu'on change un peu les pratiques et qu'on apporte un peu de transparence dans le milieu. Ok, ça fait partie des raisons du pourquoi en fait Malte a été créé par vous trois. Vous étiez trois au départ. On était trois exactement. On avait chacun, je pense, des motivations différentes. Bien sûr, il y a la motivation de la boîte en elle-même, c'est-à-dire que Vincent, il avait été entrepreneur, il savait que c'était compliqué de trouver des freelances quand on est dans une PME.
on va dire c'est plutôt une PME. Mm, mm. Et c'est hyper compliqué en fait d'être visible et de trouver des frilles. Et à l'inverse, pour moi qui avais été freelance et pour Jean-Baptiste, on savait que c'était très compliqué de trouver des missions que nous on trouvait intéressantes. Attention, il y a plein de missions qui sont intéressantes chez les grands groupes, mais c'est vrai que des fois c'est aussi sympa d'aller dans les plus petites boîtes parce qu'il y a pas mal d'autonomie. Et ces boîtes-là, elles sont invisibles quasiment sur le marché. Et donc on s'est dit, mais en fait, ouais, ce serait cool d'avoir un endroit où... et notre aspiration, c'était clairement Airbnb, le côté très marketplace, il vient de là. D'accord. On s'est dit, ce serait cool quand même qu'on puisse se rencontrer sur ce genre d'endroit-là, qu'on puisse discuter en toute transparence, etc., etc. Donc ça, c'est la motivation un peu, je dirais, métier inspirationnel. Moi, mes deux autres motivations, il y en avait une, c'était vraiment de se dire, j'ai envie qu'on bouscule un peu les codes classiques de la prestation de service, telles qu'elles sont effectuées. Voilà. Pas mal de choses qui ne me plaisaient pas trop dans les pratiques. Et je me suis dit, tiens, on va essayer d'apporter un peu de transparence, on va essayer d'apporter un peu de comment dire. Au-delà de la transparence, c'était aussi certaines pratiques commerciales qui n'étaient pas toujours, voilà, je dirais, très saines. Et puis, une troisième motivation, c'était aussi, c'était plus là la dimension très, très personnelle, mais comment montrer qu'on peut faire une boîte produit avec très peu de gens et comment on peut finalement créer quelque chose en quelques mois qui fonctionne. J'avais été un peu frustré par des précédentes boîtes où je trouvais que des fois on n'avait pas à faire des choses bien en un temps normal. Donc voilà, c'était aussi une troisième motivation. Ok. Qu'est-ce que tu appelles boîte produit ? Je pense qu'aujourd'hui c'est plus rentré dans les mœurs, mais disons qu'on arrive à comprendre que le produit, la technologie, c'est vraiment ce qui va être le moteur de notre croissance. C'est le moteur, c'est grâce à ça que notre boîte elle est ce qu'elle est, quoi. Alors c'est beaucoup plus compris aujourd'hui par pas mal de boîtes. Avant on parlait de centre de coût quand on parlait de l'informatique. Oui. Maintenant je pense qu'il n'y a pas une boîte qui se dit en fait mon service, si mon produit n'est pas là, j'ai pas de business, quoi. J'ai pas de boîte. Ouais. Voilà, ça n'existe plus beaucoup en fait. Et donc c'est devenu beaucoup plus central aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas il y a 10 ans, et c'est vrai que c'était vraiment considéré comme un centre de coût. Voilà. Une fonction support en fait. Exactement. Versus ce qui commençait déjà à être le cas, il y avait déjà des très belles boîtes plutôt aux US, des très belles boîtes tech. Oui, parce que le freelancing c'était en 2011 pour le coup déjà démocratisé aux US. Ou un peu plus qu'en France ou en Europe. Oui, je ne ferai pas forcément la corrélation entre le freelancing et les belles boîtes tech, parce que c'est un peu deux sujets différents. Mais en tout cas, il commençait à y avoir des trucs assez sympas. Et aux États-Unis, depuis 2008-2009, il y a aussi des très belles boîtes qui s'étaient créées. Alors je pensais à Airbnb, mais aussi Stripe, Twitter, etc., etc. Et on se rendait compte que le produit, tu peux complètement changer un secteur d'activité, quoi. Uber aussi, je pourrais parler. On peut disserter sur est-ce que c'est bien ou pas bien la façon dont ils le font, mais en tout cas, ils ont complètement changé le secteur d'activité dans lequel ils sont. Disrupté totalement le marché. Ouais. Et voilà, ça c'est ce que j'appelle une boîte qui pense par son produit, en fait. Ok, intéressant. Et aujourd'hui, Malte est présent dans combien de pays alors officiellement avec des locaux, je dirais 6, puisqu'on est donc en France, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au UK. Ouais. Et on a aussi comme une présence commerciale entre guillemets virtuelle, puisque on n'a pas de bureau sur place, mais on a une activité quand même assez forte aux Émirats Arabes Unis et dans les pays nordiques, que je regroupe un peu dans un chapeau, mais voilà. La Scandinavie. Ouais. Ok. Et Malte a été créé en quelle année ? 2012. Alors, officiellement 2013, pardon. Officiellement 2013, Oui. ok. Moi, je me suis inscrite sur Malte en novembre 2013. Ouais. Je pense que j'étais une des premières inscrites sur la plateforme à l'époque. Très certainement, ouais. J'ai plus la courbe exacte, mais 2013, c'est une année un peu particulière. C'est une année où déjà on n'est pas tous à temps plein dessus. Vincent est à temps plein, mais moi je suis pas à temps plein. Vous étiez 3 cofondateurs en 2013 ? Ouais. Ok. Et en fait, il n'y a qu'une seule personne qui bosse à temps plein, et c'est pas tout à fait exact, il y a notre premier employé, qui elle est à Barcelone. Et voilà, ce sont les deux seules personnes qui bossent à temps plein. Donc 2013, c'est vraiment une année très spécifique. Ouais, d'accord. Vous lanciez le produit et vous attendiez de voir en fait s'il y avait un retour et des inscrits. Oui, c'est ça. En mode... Très compliqué. À ce moment-là, c'est un modèle quand même qui change un peu. On vient sur un moteur de recherche, on cherche des personnes pour bosser avec soi.
c'est pas quelque chose sur lequel les gens sont habitués en fait. Bah, moi je me souviens que vous aviez déjà des publicités Google Ads à l'époque. Oui. C'est sûrement comme ça que je vous ai découvert avec les apéros notamment. Exactement. Me souviens, j'étais à Nice à l'époque et ça a changé parce que ça n'existait pas en fait en France. Il y avait rien finalement en 2013. Rien, je n'irai pas jusque-là parce que ce serait faire injure à d'autres boîtes qui étaient quand même là avant. Mais c'est vrai que il y avait un peu deux modèles. Il y avait un modèle très grand compte, très grandes entreprises qui fonctionnait finalement comme sur un modèle de SS2I mais avec un petit peu de online. Et puis il y avait un modèle aussi qui était plus pour des missions très courtes. Où les freelances étaient, alors il y en avait en France, mais il y en a quand même majoritairement qui étaient dans d'autres pays. Il y avait des systèmes d'enchères inversés aussi. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une mission qui arrive, on se positionne sur un prix, mais c'est public, le deuxième arrive avec un autre prix encore plus bas, etc. etc. Et ça, c'était un peu le genre de truc qu'on ne voulait pas forcément faire. Ça s'adresse plutôt à des TPE ou des petites PME. C'était pour des micro-tâches, c'est ça ? Oui, alors des fois les micro-tâches pouvaient quand même être assez conséquentes, mais globalement oui, ça reste des missions un peu plus petites. D'accord. C'est pour ça que ça intéresse beaucoup les TPE, les PME. Voilà, c'était pas le modèle sur lequel on s'est positionné. Est-ce que vous aviez l'ambition d'être international au moment où vous créez Malte ? Est-ce que vous aviez vraiment envisagé d'être ce que vous êtes aujourd'hui, la réussite que vous avez accomplie ? Alors oui et non. En fait, on avait même une légère différence à ce moment-là, c'est que ce soit Jean-Baptiste ou moi-même, nous on se disait, de toute façon, un site, ça n'a pas frontière, quoi. C'est-à-dire, si j'ouvre un malte.com, tout le monde peut y aller. Donc, pourquoi se brider ? Vincent était plus pragmatique et il disait, non, il faut d'abord faire le marché français, il faut faire des choix. Il avait raison en réalité. Il faut faire des choix, il faut commencer par quelque chose sur lequel nous on a un peu plus d'emprise parce qu'on est sur place, parce qu'on peut créer un réseau, etc., etc. Donc lui il était plus sur on va faire que la France et plus tard on verra. Alors que nous on se dit non, ce serait cool de tout de suite faire un site qui puisse être utilisé par tout le monde, quoi. Bon, au final on a pris la première option et par la suite seulement on a ouvert. Oui, ok. Il y a combien d'inscrits aujourd'hui sur la plateforme ? Alors en nombre d'inscrits il y en a un peu plus d'1 million. Waouh. Et il y a à peu près 500 000 freelances. Donc voilà, après tout le monde n'est pas actif. Donc le reste, la moitié, les 500 000 autres, qui sont-ils ? C'est des personnes qui en principe sont dans des entreprises clientes. Parce qu'en fait sur une entreprise cliente tu peux avoir plein de gens, tu peux avoir 20, 30 personnes, enfin même plus, ou bien des personnes qui représentent eux-mêmes unitairement une seule entreprise. Donc voilà, c'est essentiellement ça. D'accord, ok. Donc c'est 50-50 véritablement. 1 million, waouh, ok. Et est-ce que vous voyez une ascension, notamment depuis les confinements successifs, où on a vu qu'il y avait de plus en plus de freelances qui se lançaient, justement ? Il y a eu, de façon générale, depuis une dizaine d'années, il y a une tendance assez forte. Il y a beaucoup plus de personnes qui s'inscrivent. Alors là, aujourd'hui, on est à, je ne sais plus si c'est 8 ou 10 000 nouveaux inscrits par mois. Donc oui, ça représente une bonne accélération. Le Covid, si tu veux, il a eu deux aspects. Il y a eu d'un côté des personnes qui se sont dit, non, il serait peut-être, c'est peut-être un peu dangereux comme situation, j'ai peut-être intérêt à aller, au contraire, rentrer dans une entreprise et, c'est pas me mettre au chaud, mais en tout cas faire passer la période. D'autres, au contraire, qui se sont retrouvés sur le carreau et qui se sont dit, maintenant que j'ai compris que la protection de l'emploi, elle n'était pas si vraie que ça, j'ai intérêt à plutôt être autonome et à me débrouiller moi-même. Et donc, ils sont devenus freelance. Donc, il y a eu un peu les deux. C'est plutôt côté entreprise où ça a vachement changé la donne, en fait. Ah bah oui, j'imagine. Parce que démocratisé pour eux aussi. Les entreprises se sont dit, outre le fait que, période d'incertitude, tu ne peux pas faire des choix sur lesquels tu peux compter sur 6 mois plus tard. Donc, la meilleure solution, c'est encore de se dire, moi, je crée des groupes de travail très temporaires. Donc, les freelances sont très adaptés pour ça. Mais aussi, j'ai besoin de me réinventer. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ont compris que, déjà, sans point de vente physique, qu'est-ce qu'on fait ?
Donc la meilleure solution, c'est de faire, tu sais, ces fameuses transformations digitales dont on parle depuis des années. Il y a mal d'entreprises qui se sont dit, en fait, c'est maintenant, quoi. J'ai pas le choix. Sauf que c'est des expertises, qu'elles n'avaient pas forcément chez elles. Et quoi de mieux que des freelances pour finalement venir apporter tout ça. Donc oui, il y a eu une accélération. Ça renforce aussi votre volume d'affaires sur la plateforme, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on a quand même subi la crise quand même, hein. On l'a subi. Ah ouais, vous l'avez ressenti. Bien sûr, oui. Le premier mois, on ne l'a pas trop vu, mais après, on a eu une baisse globalement de 20% à peu près de l'activité. Vous recrutez sur la plateforme des profils particuliers, plus de tech ou vraiment multisectoriel? Alors, en termes de secteur, ça c'est multisectoriel, ça c'est sûr. En termes d'activité, il y a, si on caricature un tiers, c'est une caricature, hein, mais un tiers de tech, un tiers de communication marketing et un tiers de création au sens large. Alors, en réalité, il y a pas mal d'autres métiers qui peuvent se rajouter à tout ça, mais voilà, on est globalement sur cette répartition. Ok. Est-ce que tu pourrais maintenant nous raconter un challenge auquel tu as fait face, toi, au moment de la création de Malte, et puis une réussite dont tu te souviens particulièrement, un petit waouh de... Ouais. En fait, le challenge le plus important, mine de rien, c'est uniquement la croissance. Je sais que ça fait un peu peut-être cliché, mais on était 3 au tout début, on est plus de 600 aujourd'hui. Dans l'équipe. Oui. Wow. Et en fait, c'est assez compliqué en fait. C'est-à-dire que régulièrement, il faut soi-même déjà se remettre en cause sur ce qu'on fait, sur son travail. Enfin, moi, j'ai une position un peu particulière, qui est celle du cofondateur. Cofondateur, c'est pas un métier. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut que régulièrement je change un peu mon activité. Donc ça, c'est un vrai sujet. Quand on recrute, on sait qu'on recrute pour une taille donnée, mais en fait, 6 mois plus tard, tout a changé, donc il faut rebattre les cartes pour la boîte en elle-même, comment elle fonctionne, comment les gens ils discutent entre eux, etc. Donc ouais, vraiment la croissance, c'est ça le plus dur. Et après, en termes de victoire, en fait, je dirais que la plus évidente, c'est que j'imaginais pas du tout ce que ce serait que Malte aujourd'hui. Il y a 10 ans, on m'aurait posé la question, j'aurais pas dit tiens, ça va être ça. Et aujourd'hui, le fait qu'on soit présent sur plein de pays, le fait que à chaque fois que moi je vais dans un autre bureau, dans un autre pays, je suis toujours un peu surpris. Oui, c'est vrai. Ah oui, tiens, c'est assez... ok. C'est là où tu réalises le chemin accompli et j'imagine que parfois au quotidien, on a du mal à aussi réaliser, en fait, tout simplement, le parcours. Oui. Il y a certaines images où tu prends du recul et tu te dis « Oh, waouh !» Ouais, en fait, surtout que moi, personnellement, je travaille beaucoup en télétravail, donc on ne se rend pas toujours compte de l'ampleur du truc. Puis à un moment ou à un autre, il y a un rassemblement où on se retrouve tous ensemble à un endroit et on voit... En fait, ça fait vachement de monde. Et donc, ouais, ça c'est ces petits moments-là qui te font réaliser qu'il y a eu du chemin. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de freelance en fait à entrepreneur? Parce que c'est pas du tout le même métier, autant qu'on considère qu'entrepreneur est un métier, mais oui. Ouais. C'est marrant que tu me dis ça parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont l'impression que c'est pareil, qui me disent oui, mais qu'en fait, tu as créé ta boîte quand tu es freelance. Mais en fait, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est pas la même chose. Je l'ai connu, et c'est pas du tout la même chose de créer une. Bien sûr que c'est compliqué d'être freelance parce qu'en fait, compliqué, dans le sens où il y a plus de responsabilités à avoir sur son activité. Il faut faire sa prospection commerciale, il faut faire sa compta, alors on peut la déléguer, mais il faut faire sa compta. Donc il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans une démarche, par exemple, d'embaucher les gens, de trouver ce que j'appelle le product market fit, le fameux product market fit. Tout ça, c'est... De réinvestir pour grossir. Exactement. Typiquement, quand j'étais freelance, mes seuls investissements, c'était mon matériel, quoi. Ouais. T'avais un résultat net confortable. Voilà. Tu te plantes, t'as pas de fournisseur à rembourser, tu vois. T'as pas la responsabilité de qui que ce soit derrière, en fait. Donc oui, c'est deux activités différentes. Et qu'est-ce qui m'a poussé, en fait, à créer... moi, j'aimais bien le fait de... comment dire ? J'aime bien déjà faire du produit. C'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Et en étant freelance, c'est pas pour autant que je voulais être seul. C'est-à-dire que j'ai cherché déjà à me regrouper. La première action que j'ai fait en tant que free, c'est rejoindre des collectifs de freelance. Moi, j'aime bien bosser en équipe. Parce que c'est sur des projets aussi un peu plus importants. Il y a la dimension sociale aussi. D'accord. Et donc ça, moi, c'est les deux trucs. Je me suis dit, bah ouais, non, mais c'est cool. J'ai envie de faire du produit. J'ai envie que ce soit, j'ai envie que ce soit un truc sur le long terme un peu, que je puisse vraiment me projeter. J'aime bien avoir mon petit bébé comme ça que je fais grandir. Et ça, pour moi, ouais, le fait de créer une boîte, c'était quelque chose qui était un super challenge que je trouvais sympa, quoi. C'est clair. Et comment est-ce que justement vous avez fait évoluer les équipes produits, tech, marketing, com? J'imagine qu'au fur et à mesure du temps, il y a plusieurs départements qui sont créés, qui sont solidifiés, avec des couches, des head-of officers. Comment est-ce que vous avez appréhendé ça? Parce que pour justement scaler et passer d'une étape à l'autre, il y a évidemment beaucoup de moments et de steps entre chacune des étapes, mais c'est un truc qui est quand même pas très évident, naturellement. Oui, il y a plein de choses qu'on a appris sur le tas. Enfin, sur le tas, on a aussi été... moi, ce que j'aime bien, c'est discuter dans ces fameux... tout à l'heure, je parlais d'un collectif de free, mais j'ai aussi rejoint des Slack sur lesquels il y a plein d'autres personnes qui ont des rôles un peu similaires aux miens. Tu es très actif sur Twitter aussi? Sur Twitter également, et en fait, on partage quand même pas mal là-dessus. Donc, si je me pose une question sur comment on structure, je sais pas moi, une équipe data ou plateforme, etc., je sais que je peux aller voir ces groupes-là et puis dire tiens, tu l'as pas déjà fait ça quelle question tu t'es posée, comment tu y as répondu, etc. Mais vous avez ouvert des pôles au fur et à mesure. Comment vous avez appréhendé ça? Au début, il y a, je sais pas si je prends 2015, on doit être quoi, entre 10 et 20 personnes, un truc comme ça. Il n'y a pas réellement on se pose pas de questions de structure, quoi. C'est une sorte de gros marasme de personnes qui bossent ensemble et qui essaient de tous avancer, quoi. En fait, la structure, elle arrive à partir du moment où il commence à y avoir un peu de gens et on se dit, ok, c'est pas un truc qu'on se dit, il nous faut une structure. C'est plutôt un truc qui s'impose, c'est-à-dire que, on devient moins efficace. La communication, elle n'est pas passée. J'ai parlé à telle personne et en fait, oui, mais maintenant on est je sais pas, une dizaine, une quinzaine. Et l'information n'est pas allée à telle autre personne et on s'est planté, quoi. Et c'est dans ces moments-là qu'on se dit, tiens, il va falloir commencer un peu à améliorer la façon dont on travaille. Donc ça s'est fait progressivement. Et c'est d'un côté, tu te dis, c'est dommage, on a commencé un peu à segmenter, entre guillemets, les équipes, etc. Et donc du coup, il y a des fois, tu peux avoir un sentiment aussi qu'il y a certaines personnes qui parlent plus autant ensemble alors que c'était naturel avant. Et d'un autre côté, pour réussir à scaler une boîte comme ça, il faut aussi accepter de ne plus tout savoir. C'est-à-dire, il faut aussi accepter de ne plus être dans toutes les discussions. C'est aussi important d'avoir des petits groupes autonomes qui sont capables de travailler, parce que sinon, en fait, le nombre de connexions avec tout le monde dans l'entreprise fait que tu ne peux plus bouger, en fait. Donc c'est un équilibre à conserver, à chercher constamment entre le fait de casser les silos et le fait d'autre contraire de ne pas les casser. C'est ça, ok. Et j'imagine que socialement, tu en parlais aussi, la dimension sociale est importante pour toi, mais tu grossis, tu connais plus tout le monde, ce qui est normal parce que j'imagine qu'il y a des recrutements constamment. Et il faut accepter aussi le fait que au-delà de ne pas connaître tous les projets qui s'opèrent et de ne pas tout décider, tu accueilles des personnes que tu ne connais pas. Et j'imagine que ce changement de paradigme, il n'est pas si simple que ça. Non, c'est sûr. Je dirais que jusqu'à, peut-être entre 50 et 100 personnes, c'est encore possible de vraiment connaître tout le monde. Alors, je ne dis pas de participer au recrutement de tout le monde, parce que malgré tout, ça, c'est déjà beaucoup. Mais à partir d'un certain seuil, alors peut-être pas 100, mais allez, 150, là, ça devient dur. Là, ça devient vraiment dur de tout suivre. Et en fait, c'est pas grave. Du moment que, par contre, on a bien recruté les premiers, c'est ça. Et qu'on peut se reposer sur eux pour faire les bons choix. Mais en dehors de ça, non, c'est pas grave. Est-ce que vous avez encore des membres de l'équipe, des salariés qui sont là depuis le départ? Alors, depuis le départ, si on prend le départ comme étant vraiment 2013, non.
mais par Vous contre, étiez si on peu prend aussi. 2015, qui a été une année un peu... Enfin, 2014-2015, qui sont des années un peu charnières. 2014, c'est notre première levée de fonds un petit peu conséquente. D'accord. C'est celle où, moi déjà, je peux passer salarié à temps plein sur la boîte. C'est quand vous avez levé 5 millions? c'est Non, ça 500 000. 500 000, ok. Donc vraiment... Oui. Cible. et en fait, cette période-là, c'est la période où on peut commencer à vraiment recruter des personnes. Et donc, il doit rester quelques personnes qui viennent de cette époque-là. Ouais, 2014-2015. Ouais. Ok. Et tu donnerais quoi finalement comme conseil à un entrepreneur qui démarre? Pas un freelance, un entrepreneur. Ouais. C'est dur comme question parce que peut-être que l'un des premiers conseils, c'est de faire hyper attention aux conseils qu'on nous donne. Non, mais J'aime bien ce conseil. il y a beaucoup de gens C'est vrai, qui des sont milliards de très, conseils. très vocaux sur le sujet et qui, on se rend compte par la suite que c'était pas très pertinent. Je pense à des affaires récentes, là, The Family, tout ça. Mais bon, je ne veux pas tirer sur l'ambulance. En soi, il y a... moi, je pense qu'il y a un sujet qui est vraiment la capacité d'adaptation, la capacité de changement, qui est importante. Donc, L'agilité, en fait, il ne faut pas se dire je vais partir sur un effet tunnel pendant 1 an, puis je vais faire mon truc dans mon coin, puis au bout d'un moment, je vais le montrer, et je suis sûr que ça va marcher, quoi. En fait, c'est rarement le cas. Et c'est hyper important de régulièrement voir des personnes pour discuter de son idée. Et c'est pas grave de parler de son idée, hein, on va pas se la faire piquer. Oui, ça sert à rien de cacher en fait. Ouais. Et le deuxième truc que je dirais, c'est, ou le troisième si on compte le fait de faire attention à ce que les autres nous disent, c'est de bien s'entourer. C'est-à-dire que, en fait, Malte, c'est devenu ce que c'est parce qu'on a bien recruté, parce qu'on s'est entouré des bonnes personnes. Et tu vois, les gens dont je te disais, il y a encore des gens qui sont là depuis 2014-2015. C'est pas un hasard, quoi. C'est pas unique. Enfin, je veux dire, si on n'avait pas fonctionné ensemble, ils seraient plus là. Enfin, eux, ils se seraient peut-être lassés ou non, se seraient peut-être lassés. Bien En sûr. l'occurrence, ils sont toujours là, quoi. Donc, ça montre aussi qu'on a fait les bons choix. Donc, et ça, c'est hyper important parce que. Alors, c'est pas ça qui fera que le product market fit, on va le trouver. Il y a quand même des éléments de chance un peu hein, dans le fait de réussir. Ça, il faut pas le cacher. Mais bon, C'est saisir les opportunités aussi au bon moment. Ouais. on met quand même des chances de son côté à partir du moment où effectivement on est avec voilà, le bon entourage, quoi. Ok. Et si pour toi la chance c'est quand même un facteur, c'était quoi la chance de Malte alors? Mais il y en a plein en fait. Je te donne un exemple. Quand Vincent il vient nous voir, à ce moment-là, je veux dire, son discours c'est le même que. Enfin, moi j'en ai déjà eu des gens comme ça qui viennent te voir et qui disent écoute, je te caricature le truc, mais je vais te refaire Facebook avec 50 balles et je te paye en part virtuelle, quoi. Enfin, non mais c'est ça finalement. 99% du temps tu dis non, quoi. Enfin, il n'y a personne qui y croit à ce truc-là. Et il y a des tonnes de personnes qui disent ah moi il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a proposé ça sent l'arnaque, je vais pas le faire, quoi. En plus en tant que tech, j'imagine que tu étais souvent sollicité sur plein de projets. Exactement. Et il se trouve qu'à ce moment-là, moi je suis en train de déménager de Paris vers Lyon. D'accord. J'ai plusieurs mois sur lesquels je ne sais pas comment ça va se passer, mais clairement, j'ai pas d'activité à ce moment-là. Il faut d'abord que j'emménage à Lyon. Et je vais chercher mes prochains clients. Et à ce moment-là aussi, Jean-Baptiste, lui, il part aux États-Unis pour suivre sa femme. Sa femme, elle va voir, elle travaille avec une boîte américaine. Elle doit aller les rencontrer et ils vont passer finalement 2 mois ou 3 mois sur place. Je ne me rappelle plus la durée. Et donc lui aussi, il a du temps libre. Donc on se retrouve tous les deux avec du temps libre en se disant bon, pourquoi pas. Voilà. Et ça, ce truc-là, 6 mois plus tard, peut-être que ça n'arrive pas, quoi. Ou 6 mois avant, ça n'arrive pas. C'est clair. Donc ça, oui, par exemple, c'est un coup de chance. Le fait que Vincent, il ait une connaissance commune dans le même groupe de freelance que nous, c'est aussi une chance, tu vois. Donc oui, des chances, il y en a plein. Et que ça ait matché entre vous trois aussi. Aussi, ouais. Oui, parce que le nombre de personnes qui n'arrivent pas à s'entendre avec leurs associés, c'est pas évident hein, de trouver la personne avec qui on va réussir à bosser pendant autant de temps. Non, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, au-delà d'être associé, vous avez recruté un CEO, je crois, non? Exactement. Salarié, donc. Oui. Ok. Je dirais maintenant, j'ai peur de dire une connerie, je dirais il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ok. Ça doit être ça. Oui, Alexandre Fréty, qui vient de Webhelp.
Et ça a été quoi la raison de son embauche en fait? Ouais, en fait, que ce soit pour Vincent ou moi, donc Jean-Baptiste est plus aujourd'hui chez Malte, mais que ce soit pour Vincent ou moi, on s'est quand même pas mal posé la question de nos propres rôles respectifs. On n'a pas l'expérience d'une boîte de cette taille en réalité. Hein. Enfin, je veux dire, c'est marrant, mais il y a des gens qui viennent des fois me poser des questions sur comment on fait une boîte de cette taille. Je sais pas parce que je suis en train de le faire là. Je n'ai pas fait avant. Je suis en train d'apprendre. Voilà. Et en fait, Vincent, il avait pas mal d'activités. Il s'est dit, mais il y a besoin de quelqu'un qui soit assez fort pour les phases qui vont venir. Typiquement, on a fait une acquisition de boîte. On pense à éventuellement une IPO dans quelques temps. Et il nous faut une personne un peu solide quoi, pour tous ces trucs-là. Et lui-même, il avait envie aussi de se recentrer sur le produit. Quand je dis le produit, c'est pas un développeur, mais par contre, c'est quelqu'un qui comprend plutôt bien là où on doit aller, comment on doit le faire, etc. Donc voilà, c'est ça qui fait que on s'est dit, ce serait intéressant qu'il y ait quelqu'un d'autre qui nous rejoigne et qui puisse être là plus dans la structuration de ce qui existe et comment on le développe de façon un peu plus, je dirais pas réfléchie parce que ce serait un peu péjoratif, mais voilà, de façon plus carrée, on va dire. J'imagine que c'est une vraie décision, justement, quand il y a des cofondateurs, de dire ok, là on embauche en tant que salarié un CEO pour gérer et muscler la boîte. Exactement, ouais. Ok. Ouais. À mon niveau, moi, c'est un VP Engineering que j'ai recruté. Ok. Qui en fait a pris une énorme partie du boulot que je faisais avant. Alors même d'ailleurs, si on regarde historiquement, le produit, je m'en occupais seul. Enfin, quand je dis seul, c'est pas exact parce que je travaillais évidemment avec Vincent par exemple et Jean-Baptiste, mais j'avais une fonction qui était sur tous les aspects, quoi. Le fait de réaliser le produit, le fait de le définir, le fait de, la data, etc., etc. Et au fur et à mesure, il y a plein de gens qui sont arrivés. VP Data, VP Engineering, CPO aussi. Donc voilà, à chaque fois, faut réussir à donner ses Legos. C'est un super article que j'avais lu il n'y a pas très longtemps, voilà, sur le fait de savoir prêter ses Legos. Pour construire quelque chose en commun. Exactement. Et je ne le regrette pas du tout parce que c'est ça qui me permet aujourd'hui de revenir à ce que j'aime bien faire, en fait. Donc j'ai délégué tout un tas de choses sur l'organisation de la boîte, enfin l'organisation de l'équipe engineering, le management, etc. Et moi je me recentre sur vraiment le fait de construire. Et selon toi, le travail d'hier, celui d'aujourd'hui et de demain, est-ce qu'il est similaire? Est-ce qu'il sera similaire? C'est sans doute pas. Alors après, je regarde par mon prisme à moi, hein, bien sûr, hein, j'ai un prisme assez technologique, etc. Mais bon, malgré tout, je pense quand même que si on regarde déjà le passé, on se rend compte que la technologie a beaucoup changé nos vies. Et je pense qu'on n'a pas encore imaginé ce que ça va être dans quelques années. Je vois notamment les évolutions qu'il y a autour de l'IA. Tout ce qui est génération de contenu, génération de musique, d'images. Exactement. Oui. Ça fait longtemps qu'on en parle et alors dans mon secteur en particulier, ça fait longtemps qu'on vend un peu ce rêve. Moi je me rappelle les premières approches, il y avait une vingtaine d'années, on disait non mais tu vas tout écrire avec certains formalismes et ça va te créer ton application directement, quoi. Bon, ça donnait pas, c'était pas exceptionnel, hein, pour être clair. Mais là, on a l'impression qu'il y a vraiment un cap qui a été franchi récemment. C'est fou, ouais, ça va très vite là. Ouais. Et malgré tout ce cap, je pense que on se rend pas compte que c'est rien par rapport à ce qu'on aura, je pense, dans 5 à 10 ans. Donc, on a l'impression déjà d'avoir franchi une grosse marche, mais je pense que les prochaines seront gigantesques. Ça va être déterminant en fait pour les années à venir, c'est sûr. Et je le vois pas d'un mauvais œil, hein. En fait, là aujourd'hui, j'utilise déjà des outils comme ça dans mon quotidien. J'utilise ChatGPT, j'utilise Copilot, qui est un outil un autre outil encore. Et clairement, je gagne en productivité, quoi. Je vais beaucoup plus vite. Et ça me permet de me concentrer sur les trucs que j'aime bien faire aussi, parce que les trucs que j'aime pas faire. C'est ça qu'on automatise souvent. Je suis bien content en fait qu'il y ait un outil qui me les fasse, quoi. Oui. Voilà, donc on peut se poser une question sur, oui, d'accord, mais est-ce que ça risque pas d'enlever des emplois, par exemple. Et c'est marrant, mais mon boulot, comme je te disais, c'est le fait d'automatiser des choses depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années.
Et pour autant, il y a un peu ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire qu'en fait, ça a permis de créer des nouvelles opportunités. Il y a des nouvelles activités qui sont sorties et aujourd'hui, Ça crée de nouveaux emplois, voilà. en fait. Je dis pas qu'il n'y a pas de... Je me pose quand même plein de questions, tu vois, sur la répartition un peu de la valeur qui est produite. Mais malgré tout, aujourd'hui, on est encore en train de se dire, ça crée des nouvelles pistes. Alors, après, pour moi, il y a quand même des garde-fous à mettre parce que, quand je dis garde-fous, pas au niveau du développement de la technologie elle-même, parce que au contraire, je pense que c'est plutôt un avantage. Mais par contre, c'est qu'est-ce qui se passe au moment où l'entreprise, finalement, elle gagne x10, x100 en productivité. Il faut qu'il y ait une redistribution quelque part. Voilà, ça, c'est un truc ça, c'est un truc qui me semble important et qui n'est pas autant abordé que ça dans les discours. Ok, et t'imagines quoi dans la redistribution de valeur, par exemple, sur la productivité gagnée? Tu as déjà des idées? Ouais, alors j'ai un peu peur de tomber trop dans la partie politique, mais non, mais je considère que les entreprises, et notamment on le voit avec les très grands groupes qui s'échappent un petit peu de l'imposition, moi, je pense que ça passe par là tout simplement, c'est comment est-ce que tu redistribues via les cotisations, l'imposition, etc. Parce que oui, à partir du moment où tu es capable de faire le travail à 100 personnes de ce que tu faisais avant à 500 ou 1000, d'accord, mais il faut quand même que ça bénéficie à tout le monde, parce que finalement, il y a plein de gens qui ont, entre guillemets, participé à cet effort-là pour que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Et je dis ça pas totalement au hasard. La plupart des IA, elles se reposent sur de la donnée qui a été produite par des gens avant. Voilà. On crée des modèles de génération de texte, parce qu'il y a des gens qui ont écrit du texte. On crée des modèles de génération d'images, parce qu'il y a des gens qui ont créé des images, etc., etc. Il faut aussi que ça leur bénéficie, quoi. Et quelle est votre culture d'entreprise chez Malte et comment tu la vois justement évoluer avec tous ces changements qui vont arriver? Ouais. Moi, je vais te citer 2 éléments de notre culture que je trouve importants. Allez, 3. On les a écrits il y a quelques années. Tu vois, à l'époque, on était beaucoup plus petits, on était une vingtaine, et on s'est tous un peu regroupés autour d'une raclette, un truc comme ça. Et on s'est dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est notre culture? Et en fait, alors moi, la culture, pour moi, c'est l'ensemble des pratiques, en fait. C'est pas plus que ça. C'est qu'est-ce qu'on fait de façon récurrente à chaque fois qu'on se pose une question, quoi. C'est quoi Et on s'est rendu compte de plusieurs choses. Il y avait l'ambition, déjà. Donc ça, c'était assez évident. À chaque fois qu'on avait des choix à faire, on essayait de faire les choix assez ambitieux. Et ça, pour le coup, c'est toujours là. Enfin, l'entreprise, elle reflète ça. Il y avait quelque chose que alors, je suis désolé pour l'anglicisme, mais ce qu'on appelle l'ownership, le fait de s'approprier un sujet, le fait de se sentir responsable. De se responsabiliser aussi. Oui. Et ça, c'est facile quand tu es une petite boîte de se dire, mais si je fais pas ça, ça marche pas, quoi. Il y a un impact direct. Il y a un impact direct, quoi. Je peux pas me dédouaner en me disant, c'est pas bon, quoi. Mais ça, pour moi, c'est important de le conserver dans le temps. Et on essaye constamment de le maintenir. Donc, il y a un des mottos dans l'entreprise, c'est Own Your Choices. C'est, vas-y, prends des décisions. Évidemment, accepte aussi que ça marche ou que ça marche pas. Donc ça, c'est un deuxième élément que je trouve assez fort, qui vient vraiment de notre culture initiale. Et puis un troisième que j'aime bien citer, alors qui n'est pas forcément dans les motos qu'on met sur le site de recrutement, par exemple, mais moi, que je dis à tous les candidats qui viennent nous rencontrer, c'est d'être capable de l'adaptabilité, d'être capable de se remettre en cause et de remettre en cause les autres. Pourquoi je dis ça? L'entreprise, elle a changé de taille tous les ans. On a fait quasiment x2 chaque année. Waouh, c'est énorme. En fin d'année, sur une fin d'année donnée, il y a autant de gens nouveaux que de gens anciens. Et ça veut dire plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, mon rôle, il a forcément évolué. C'est-à-dire que je travaille avec des gens qui ont peut-être des métiers qui n'existaient pas avant dans la boîte, qu'on faisait un peu comme ça, sous le tapis, qu'on connaissait pas, qu'on maîtrisait pas, et du coup, maintenant, on a embauché des spécialistes pour ça. Ou alors j'étais peut-être tout seul dans mon activité, et maintenant on est 2, ou 3, ou 4. Il y a énormément de facteurs qui font que, oui, je peux me sentir, il n'y a personne qui peut me dire, on a toujours fait comme ça avant. Non, c'est pas possible. Dans une boîte où tu changes tous les 6 mois, 1 an, c'est pas possible de dire ça. Et cette capacité d'adaptation,
elle est nécessaire en fait quand on nous rejoint. Et je pense que ça, je le citerai comme une valeur assez importante. Ce sont des personnes qui sont capables régulièrement donc, de se remettre en cause, de remettre en cause les choix qu'ils ont faits il y a 6 mois. C'est important de prendre des choix pour un instant T, mais il est peut-être plus valable 6 mois plus tard. Et c'est aussi, je l'associe à savoir donner du feedback à quelqu'un. Alors, je sais que la liaison elle peut paraître un peu bizarre, mais pour moi, il faut que tu saches remettre en cause ce qui existe. Ça veut dire aussi remettre en cause potentiellement le travail qui a été effectué par d'autres personnes avant. Et c'est important de le faire en fait. Tu le fais pour le bien de la boîte. De prendre le temps de le faire et d'en donner. Exactement. Donc voilà, c'est un peu les éléments clés moi, que j'aime bien retenir, que j'aime bien expliquer. Et t'appréhendes comment la gig economy? Ouais. Alors je ne sais pas si tu me poses la question en te disant qu'éventuellement Malte et la gig economy, non, pour moi c'est différent, Ah. mais c'est complètement différent. Ok. Mais j'aimerais bien avoir ton regard sur ce sujet qui, je suis sûre, est très intéressant. Oui, parce qu'effectivement, oui, je considère que Malte, c'est pas de la gig economy. Gig economy, pour moi, c'est même si je peux comprendre le lien avec le freelancing, c'est-à-dire que c'est vraiment le fait de comment dire. C'est d'avoir tellement segmenté le travail qu'on va déléguer que des tâches unitaires très très simples. Pour moi, la gig economy, elle se traduit quand même par le côté très simple, souvent faible valeur ajoutée. Complètement. Et faible valeur ajoutée et prix très peu élevé aussi. Prix très peu élevé. Et pour moi, ça se matérialise par comment dire, aussi une façon de choisir les gens avec qui on bosse quand on fait appel à la gig economy, c'est que en fait, on se pose pas la question de qui bosse en réalité. Si je prends par exemple, si je commande un repas sur une plateforme, si je prends un VTC, voilà, dans tous ces cas-là, je me fous de savoir qui est là en fait. En dehors, évidemment, il y a toujours une notation, machin, etc. Et encore même pas sur la livraison de repas. Autrement dit, la personne qui bosse dans ces conditions-là, elle n'a pas le choix de ses horaires, elle n'a pas le choix de elle n'a pas le choix de sa rémunération, elle n'a pas le choix elle est totalement contrainte par. Elle subit l'emploi plus que. C'est ça, c'est être à son compte de manière subie et pas choisie en fait. Tu peux l'avoir choisi, mais en tout cas, tu n'as pas beaucoup de levier sur la façon dont tu travailles. Et c'est pour ça que je fais quand même une grosse différence avec Malte, mais pas que Malte, parce qu'en fait, là, tu es vraiment maître de ton destin. Tu as choisi la façon dont tu travailles, tu choisis les personnes avec qui tu travailles, tu es choisi parce que toi-même, tu as un certain historique. Tu fixes tes tarifs, ton lieu de travail, ta fréquence. Et donc voilà, je trouve qu'il y a une différence assez fondamentale. Et j'espère qu'on va plutôt être dans cette deuxième option-là, parce que je trouve qu'être maître un petit peu de ses choix de vie, c'est important. C'est fondamental, c'est clair. Ok. Et vous, justement, vous faites attention à ce que les free mettent un TJM correct pour vivre correctement aussi. Vous avez des alertes chez Malte si une personne s'inscrit et met un TJM beaucoup trop bas, par exemple? Oui, okay. Tout à fait. En fait, même il ne pourra pas. C'est très compliqué en fait sur une plateforme comme celle-ci, parce que si tu veux, il y a des profils de nature extrêmement différentes. Il y a des gens qui sortent de l'école, et puis il y a des gens au contraire qui ont X années d'expérience. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur valeur aussi, et donc qui ont tendance à la sous-estimer, parce qu'en fait même quand tu as 5 ans d'expérience, 6 ans d'expérience, etc., mais que tu n'as jamais été freelance avant, tu te dis, moi, je sais pas, qu'est-ce que je mets comme tarif? C'est la question qui revient sans cesse quand on démarre. Ouais, exactement. Donc vous avez un bon comparateur quand même sur le site, ouais. Ça aide pas mal, c'est vrai. On essaye, ouais, tout à fait. Mais on a quand même fixé des seuils, alors ils sont très très bas, peut-être même, je dirais même trop bas, mais après il y a des personnes, tu trouveras toujours des gens pour être capable de te dire c'est pour ça que je travaille à ce prix-là, donc il faut aussi s'adapter. Mais on a quand même mis des seuils par pays, parce que ça dépend du pays quand même. Bien sûr. Pour dire non, mais en dessous de ça tu peux pas mettre. Voilà. Et on a aussi une équipe qui va constamment, quand elle rencontre les freelances, leur expliquer comment se positionner, qui va leur dire mais ça en fait c'est pas un tarif classique sur le marché, quoi. C'est une beaucoup trop bas. Aussi, oui. Alors je comprends que tu veuilles éventuellement avoir un produit d'appel entre guillemets, te lancer comme ça et te faire tes premiers clients, mais c'est pas forcément 30 services en fait. Moi c'est vrai que quand j'étais free, et c'est Jean-Baptiste qui me disait ça, il disait moi je préfère mettre un tarif haut
et ensuite le négocier à la baisse, parce que comme ça, la personne a l'impression d'avoir fait une bonne affaire. Et moi, mine de rien, je suis quand même au tarif où j'aurais voulu être. Versus mettre un tarif bas et puis finalement pas avoir de marge de négo, quoi. Et donc pas bosser dans les bonnes conditions, voire même avoir été obligé d'encore le baisser. Donc moi, le conseil que je donne, c'est toujours effectivement de pas, enfin, soit de se pricer un petit peu au-dessus et de se laisser une marge de négo, soit d'attendre d'avoir beaucoup plus d'éléments pour dire maintenant en fait en fonction de tel critère, on va travailler dans ces conditions-là. Ok. Et vous voyez, des profils justement avec des TGM élevés qui ont plein de missions et peut-être qui fonctionnent beaucoup mieux d'ailleurs que ceux qui se mettent des tarifs très bas, qui pensent avoir un produit d'appel mais qui ne ressortent pas. Enfin, ouais. J'imagine que vous avez des stats aussi. On a des stats là-dessus, mais honnêtement, on les a pas remis à jour depuis quelques temps. D'accord. Mais à un moment, on s'était rendu compte effectivement que si on regardait en volume de mission et forcément c'était lié. Hein. Enfin, si tu avais le volume, tu avais aussi la somme du volume d'affaires. Mais les gens qui faisaient le plus de missions, c'était pas des gens qui facturaient très bas. Ouais. Alors après, c'est quand même vrai qu'il y a des gens qui ont commencé à un tarif moyen, pas trop bas, mais qui ont commencé à un tarif moyen, qui l'ont augmenté dans les années. Mais globalement, les gens qui s'en sortent sur Malte, c'est quand même des gens qui facturent correctement, quoi. Oui, ok. Et on a des gens qui facturent à 1000, 2000 la journée aussi, hein, sur Malte. Parce qu'on a des profils sur le management de transition, des choses comme ça, quoi. Et qui facturent. Qui facturent, oui. Ouais, d'accord, ok. Et ça devait être intéressant aussi au moment de créer l'algorithme Malte, de définir, comment tel profil ressort aussi avec les mots-clés. Alors je sais que vous avez un service qui accompagne chacune des personnes qui s'inscrivent sur la plateforme à mieux référencer son profil, en fait, avec la complétion de son identité, de ses mots-clés. Est-ce que la définition du tarif a un impact ? Sur le positionnement, pas forcément. On va regarder d'autres critères, même si alors je ne sais pas si on n'a pas changé ça comme récemment, parce qu'en fait moi je me suis occupé de tout ce moteur de recherche jusqu'à il y a, je dirais 3 ans peut-être. D'accord. Et depuis il a quand même pas mal évolué, quoi. Je ne sais plus si c'est 3 ans exactement, mais nous on regardait les aspects un peu de est-ce que tu as l'habitude de convertir, et donc c'est un peu ton historique passé, ça pouvait te donner un bonus. Après il y avait pas mal d'autres éléments qui pouvaient rentrer en ligne de compte. La fidélisation aussi notamment. Oui, je le rentre dans la partie conversion. D'accord. En fait. Si mettons que par exemple, je sais pas, on t'est contacté 50 fois et que sur ces 50 fois, tu as toujours dit que tu n'étais pas dispo, au bout d'un moment, on te dit non, mais on va arrêter de t'envoyer trop de missions parce que c'est bon pour personne en fait. Logique. On a aussi maintenant un deuxième canal, parce qu'avant on avait un premier canal, c'était le moteur de recherche, maintenant on a un canal qui est plutôt un moteur de recommandation. Donc en fait les freelances reçoivent des recommandations de missions. Mais c'est pas le client qui les a contactés en direct, mais du coup ça change un peu la dynamique en fait, d'échange entre les deux, et c'est plutôt intéressant. Parce que le moteur de recherche aura justement compris qu'il y avait tel spécialiste qui se positionnait sur tel domaine d'activité et il y avait un pré-matching, c'est ça ? En fait, le cas d'usage est un peu différent. C'est-à-dire que si je prends des personnes qui sont en mission longue, ce qu'on appelle les missions longues, voilà, c'est des gens qui vont travailler 6 mois, 1 an sur un même client, ils sont rarement disponibles. C'est normal, parce que par définition, voilà, ils sont très occupés avec quelqu'un. Si tu les recherches via le moteur de recherche, il y a de fortes chances que tu tombes sur plein de gens qui sont indisponibles à un moment. C'est-à-dire que tu vas contacter peut-être, par exemple sur des développeurs, c'est souvent le cas, c'est des missions longues, tu vas en contacter un, il n'est pas dispo, le deuxième il n'est pas dispo, le troisième il n'est pas dispo, et donc ça peut être rapidement frustrant. Et pour eux c'est aussi frustrant parce que finalement ils ne sont pas dispo, mais là, à un instant T, au moment où ils le sont, là par contre ils ont besoin d'avoir du choix, quoi. Ils ne peuvent pas se permettre d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui les contacte via le moteur de recherche. Donc on a créé un autre canal qui, lui, en fait, le client va décrire un peu son projet. Et en fonction de ça, nous, on va regarder les différentes personnes qui existent sur Malte et on va sélectionner, on va recommander, donc c'est vraiment un moteur de recommandation, on va recommander ça à différentes personnes par rapport à leur historique, par rapport à leurs compétences, par rapport à plein d'autres critères en fait, qu'on va prendre en compte, et on va leur envoyer. Je te dis un chiffre qui n'est pas forcément le bon, mais imaginons qu'on envoie ça à 40 personnes, on sait qu'en réalité, sur ces 40, il y en a peut-être 4-5 qui vont être intéressés. Peut-être, tu vois.
Et quand ils vont discuter, à la fin, il n'y aura qu'une seule personne en fait qui va finalement, comment dire, où les deux ils vont se dire super, on a envie de bosser ensemble, quoi. Et ça, c'est un gain de temps pour tout le monde, mais surtout, c'est aussi un avantage important pour les freelances, parce qu'en fait, là où avant, Oui. au moment où ils étaient dispo, il fallait qu'ils comptent un peu sur ça, enfin, sur le moteur de Ils se recherche. remettaient actifs sur Malte, par exemple. Ah, il fallait qu'ils jouent un peu sur leur SEO, etc., etc. Bah là, maintenant, ils ont tout de suite des offres en fait, qui vont leur arriver en continu et sur lesquelles ils pourront se dire bah non, mais ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Ça, c'est fondamentalement Pourquoi ça m'intéresse différent. pas, etc. Ok, super. Donc voilà, ça change un petit peu la façon d'approcher ta prospection commerciale. Ok, et notamment sur le matching des profils. Quelle place, selon toi, occuperont les ressources humaines demain? Grande question. C'est une grande question, ouais. J'aurais pas toutes les réponses, mais par contre, moi, il y a un truc qui, j'espère, va évoluer de plus en plus. Quand j'étais freelance, souvent, les personnes avec qui je traitais, c'était pas les ressources humaines. Majoritairement, c'est plutôt les directions d'achat. Alors, je parle des grands groupes. Dans les grands groupes, oui. Ouais, je parle des grands groupes. Sinon, je travaille plutôt avec les opérationnels en direct. D'accord. Voilà. Mais dans les grands groupes, c'est plutôt les directions achats. Ces équipes-là, elles travaillent plutôt avec un objectif de réduction des coûts. Elles ne travaillent pas tellement avec un objectif d'optimisation des équipes. Ils ne sont pas en train de se dire bah non, mais il faut absolument que tel projet il sorte et ils ont besoin de telles compétences, etc., etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est normal, c'est la nature même de l'activité qui est non, mais nous, il faut qu'on rationalise des coûts. Et quand la prestation de service elle passe là-dedans, bah forcément, ça fait des dégâts. C'est-à-dire qu'on n'a pas les bonnes personnes, on se retrouve avec des critères de choix qui ne sont pas les bons, etc., etc. Et ça, j'aimerais bien j'espère que dans le futur, on va avoir un peu plus en fait une jonction entre les deux. Alors, on parle maintenant des fois de Chief Freelance Officer dans les entreprises. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est les personnes qui accompagnent les freelances dans les entreprises, c'est ça? Oui, Oui. et qui sont désormais rattachés sur des équipes plutôt RH. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une gestion holistique de tout le recrutement. C'est-à-dire pas uniquement en se disant c'est salarié et puis à côté on verra plus tard la partie freelance. Non, c'est tout ensemble. Et ça me paraît un peu plus intéressant comme approche. Complètement. Et assez nouveau finalement. Oui, je pense, ouais, effectivement. Encore qu'évidemment, comme tu le disais, dans les petites boîtes, de toute façon, par défaut, tu es obligé de le faire comme ça. Bien sûr. Mais il y a toujours même dans les petites boîtes, des fois, tu as une distinction entre je recrute ou je prends un freelance et le freelance, on va le gérer autrement, dans des process différents, on ne va pas se poser les mêmes questions, etc. etc. Moi, je trouve ça important, en fait, qu'on pense à ces personnes-là comme des individus qui vont rejoindre l'équipe, qui vont devoir la compléter avec les mêmes questions. Et cette dimension de travailler en équipe avec des salariés sans prendre en considération la différence de statut, finalement. Exactement. Donc voilà, j'espère que ça, ce sont des choses qui vont changer. Tu sais s'il existe beaucoup de Chief Freelance Officer aujourd'hui? En nombre, non, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que je vois de plus en plus de personnes en parler. Je vois des directions d'achat, comme mine de rien, qui parlent de tout ça aussi. Ah oui, quand même. Donc il y a quand même une prise de conscience aussi là-dessus. Est-ce que c'est un des nouveaux métiers qui va être dans ces prochaines années? Peut-être. J'ai pas fait assez de veille sur le sujet, mais oui, clairement, je sens qu'il y a quand même des petits frémissements, quoi. Ok. Merci beaucoup Hugo, merci pour ton temps. Merci beaucoup, merci à toi. Merci de nous avoir reçus dans tes locaux, c'était très chouette. À bientôt. À bientôt.